sur ces aspects-là. Et on a poursuivi notre engagement puisque, la nouveauté par rapport à la dernière conférence qu'on a pu faire, c'est qu'en fait, on a souhaité calculer notre impact, carbone et cet impact carbone, en fait, est très faible en ce qui concerne le crédit coopératif par rapport aux autres banques, puisqu'on est la banque la moins émissive de la place bancaire. On est à peu près à 120 tonnes de CO2 par million de financés puisqu'en fait, on a souhaité calculer notre impact carbone par rapport à nos financements. Donc ça, c'est une très bonne chose et on en est très fiers et on si vous voulez, pourquoi on a réussi à faire ça? Tout simplement, étant donné la clientèle à laquelle on s'adresse, c'est vrai que l'on finance pas il y a beaucoup de financements que l'on se refuse de faire, tout ce qui est, par exemple, extraction, de fossiles, hein, qui consomment beaucoup d'énergie. En ce qui nous concerne, ça, on ne le fait pas et on va encore améliorer, ce taux certainement dans les prochaines années puisque, il y a peu no dans notre clientèle, 50 sont des structures de l'économie sociale et solidaire, dont vous, par exemple et vous allez avoir beaucoup d'investissements, qui vont devoir être réalisés concernant les économies d'énergie, hein, notamment dans le cadre du décret tertiaire, hein, dont vous êtes certainement, concernés et donc tout naturellement, on va encore améliorer notre impact carbone. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment une opération gagnant-gagnant puisque de plus en plus d'entreprises telles que les vôtres, allez rechercher à faire, des audits pour là aussi, déterminer votre impact carbone et si on est partenaire, ben, en fait, mutuellement, on s'améliorera ensemble. Donc le crédit coopératif est également, a une particularité quant à son fonctionnement, avec ses clients. C'est qu'en fait, on travaille beaucoup en relation ternaire. Ça veut dire quoi? Si vous regardez derrière moi sur, la photo là, en fait, vous avez 3 petits bonhommes et donc on travaille à la fois avec vous, c'est-à-dire le client ou le prospect, un petit bonhomme, la fédération ou l'union qui, vous, fédère, donc c'est par exemple l'UNEA et le crédit coopératif, le troisième petit bonhomme. Donc en fait, ça permet de mieux connaître vos préoccupations, mieux, pouvoir répondre au mieux à vos besoins. Donc ça, on y tient et je pense que ça permet de mieux connaître, le territoire et pouvoir vous répondre au mieux à vos préoccupations. Aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on organise des réunions telles que celle-ci et aujourd'hui donc, on a pensé que, les indemnités de fin de carrière, leur gestion, c'est une problématique importante pour vous, et c'est pourquoi on va organiser cette intervention avec notre partenaire qui est Arial CNP, Assurance et plus particulièrement donc Sylvie, Pancracio, à qui je vais passer la parole. Merci beaucoup. Sylvie, tu n'as pas mis ton micro. Sébastien, il y a une personne qui demande s'il y a un support PowerPoint. C'est vrai qu'on n'a pas de support, diffusé. Est-ce Oui, qu'il devrait y oui, en oui. avoir? Oui, oui, Oui. Il y a, oui, il y oui, a, il y a un oui. support, on finit juste les présentations et D'accord, après OK, il va ouais, être lancé. c'est ce qui me semblait, mais Voilà. OK. Merci Sylvie. Donc effectivement, Sylvie et Sébastien m'ont demandé de participer à cette réunion et de vous présenter la gestion des passifs sociaux. On va élargir un petit peu sur tous les engagements sociaux parce que c'est une vraie problématique et puis ça s'anticipe, voilà. Et donc, merci à tous les deux de nous avoir conviés. Je suis Sylvie Pancracio, je suis responsable du département parapublic et partenaire du groupe BPCE chez Arial CNP Assurance, voilà, et qui est un FRPS spécialisé dans puisque c'est retraite collective. Nous ne faisons que de la retraite collective, donc que des contrats de passifs sociaux et des contrats de retraite supplémentaire, type paire obligatoire ou paire universelle. Voilà. Donc j'attends le support, il y a un Ok. support. Oui, je partage le support. Donc, je lance. Est-ce que vous voyez bien le document? Oui, ça arrive. C'est bon. Yes, OK. yes, yes, yes.
Donc, notre sujet aujourd'hui va porter sur les engagements sociaux et plus précisément les engagements sociaux au titre des indemnités de fin de carrière. Eh bien, je vous commence. Ah oui, alors quand je vais faire ça, c'est pour Sébastien qui tournera les pages. Donc, je vous propose de démarrer notre sujet par une définition des engagements sociaux et on va le lire ensemble, hein. Qu'est-ce qu'un passif social? Le passif social regroupe l'ensemble des engagements différés d'une entreprise à l'égard de ses salariés. Il s'agit, ça peut être les indemnités de fin de carrière, indemnités de licenciement, mais aussi les engagements de retraite ou de péri-retraite, les médailles du travail, CET, etc. C'est une dette dont le paiement est différé pour une période plus ou moins longue et le montant de ces passifs sociaux doit être évalué au bilan d'une entreprise. Le passif social d'une entreprise trouve ses sources dans le Code du travail. Par exemple, il fixe les droits de base des salariés en matière de départ volontaire à la retraite, mais aussi le Code du travail, excusez-moi, le Code du commerce qui énonce que le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de complément de retraite, etc., doit être inscrit en annexe du bilan. Voilà. Par ailleurs, il est également dit dans le Code du commerce que les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan sous forme de provision le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements. Il y a également les conventions collectives qui vont améliorer les droits légaux, par exemple en matière d'indemnité de fin de carrière. Les conventions collectives donnent plus d'avantages, plus de droits aux salariés. Également, c'est la même chose en matière d'indemnité de licenciement. Nous avons les accords d'entreprise également, qui peuvent encore accroître ces droits. Les contrats de travail aussi, puisque dans un contrat de travail, on peut inclure une clause incluant la reprise par exemple, d'ancienneté du salarié chez son dernier employeur ou plusieurs d'anciens employeurs. Et puis enfin, les normes comptables qui, elles, vont fixer les règles de calcul de ces passifs sociaux. On peut classer les passifs sociaux, tous ces engagements sociaux, en 5 grandes catégories. Donc, nous avons, comme vous le voyez, les droits à court terme, dans lesquels on retrouve les salaires, les congés payés, les éventuels avantages en nature. Ensuite, on a les indemnités de fin de contrat de travail, avec les indemnités de licenciement individuel et collectif, et également les indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié. Troisième catégorie sont les avantages postérieurs à l'emploi, avec les régimes à prestations définies, tels sont les retraites chapeau à l'origine. Les autres avantages à long terme, eh bien, on a les comptes épargne-temps, les médailles du travail, la prévoyance santé des retraités, puisque dans certaines sociétés, les salariés peuvent prétendre toujours à leur régime de prévoyance, au même régime de prévoyance que lorsqu'ils étaient salariés. Et puis, en dernière catégorie, on retrouve la rémunération éventuelle sous forme d'actions, telles que les stock options et les plans d'action gratuits. Il faut savoir que la totalité des engagements sociaux est considérable et dépasse les 100 milliards d'euros en France. Alors, si on fait un petit focus sur les indemnités de fin de carrière, on a quelques chiffres à vous communiquer. La moyenne des passifs sociaux représente 15% de la masse salariale nationale. Et c'est un pourcentage que nous avons vérifié, constaté, lorsque l'on fait les études actuarielles des passifs sociaux pour nos clients et prospects. C'est vrai, c'est plus ou moins la moyenne, 15% de la masse salariale. En France, il y a 700 000 personnes qui partent à la retraite chaque année, et ce jusqu'en 2035.
l'âge effectif moyen, selon une source du Comité d'orientation des retraites et qui date de 2019, donc on peut penser que ça a encore augmenté. Donc l'âge effectif moyen de départ à la retraite est de 62 ans et demi pour le secteur privé, ce qui est en augmentation constante depuis 2010, et avec une ancienneté de 62,9 mois pour les femmes, ce qui se comprend puisqu'on carrière interrompue ou à temps partiel. Et comme vous le savez, pour le secteur privé, nous partons avec une moyenne des 25 meilleures années de salaire. Donc, quand on a travaillé longtemps à temps partiel, eh bien, faut annuler ces années qui vont nous pénaliser au moment du départ à la retraite sur le calcul de notre retraite. Donc, les employeurs versent alors, au moment du départ, une indemnité de fin de carrière à ses salariés. Et cette indemnité devrait évidemment augmenter avec la durée d'ancienneté accrue que nous constatons, puisque l'âge a été retardé donc de 60 à 62 ans, ce qui montre bien que depuis 2010, eh bien, on continue à avoir une ancienneté plus importante année par année par rapport à ce recul de l'âge de la retraite, l'âge légal. Et puis n'oublions pas que pour bénéficier d'une retraite Arco-Agir pleine à 100%, eh bien, il faut arrêter de travailler à 63 ans, puisque si on arrête à l'âge légal 62, on a un malus de 10% sur le montant de la retraite complémentaire pendant un an. 63, on part avec sa retraite à 100% Arco-Agir. Et puis, si on continue à travailler 64, 65, 66 ans, dans 3 ou 4 ans, eh bien, on aura un bonus également de 10, 20, 30%. Bon, pas éternellement, hein, mais il y aura un bonus. Donc, ça incite les gens à travailler un peu plus. Et puis, on peut dire que cette ancienneté qui sert de base au calcul des indemnités de fin de carrière, eh bien, elle va être de plus en plus importante avec effectivement l'éventuel report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, si vendredi, le Conseil constitutionnel confirme et si le gouvernement continue. Voilà. Donc, ancienneté accrue, donc ça va augmenter le montant des indemnités de fin de carrière à régler. On tourne la page. Ah oui, je vais faire ça, tiens, ça changera. On tourne la page. Allez, le passif social au titre des IFC. Alors, en matière d'indemnité de fin de carrière, première chose, une obligation légale qui est, selon la loi du 30 juillet 87, tout employeur, quel que soit son régime fiscal, son secteur d'activité, devra verser une indemnité de fin de carrière lors du départ à la retraite de son salarié si les conditions d'ancienneté sont recrues. Donc, le montant de l'IFC, de l'indemnité de fin de carrière, excusez-moi, j'ai tellement l'habitude de dire IFC, sera variable en fonction du statut du salarié, de son ancienneté dans l'entreprise et ou de la convention collective applicable. On va mettre un exemple, alors c'est une des plus avantageuses, c'est la CCN 66. Je ne sais pas si parmi vous, il y a certains qui relèvent de cette convention collective, qui est, je crois, en cours de refonte pour être, comment dirais-je, fondue avec la 51. Mais pour l'instant, la 66, c'est 3 mois de 3 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté dans une activité, mais pas de l'employeur, mais de la convention collective. Et 6 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté dans une activité relevant de cette convention collective. Vous voyez, c'est important. J'avais en exemple également la convention Syntec qui accorde 6 mois d'ancienneté, après 6 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté. Mais là, c'est chez le même employeur. Attention.
rester fidèle. Mais donc, vous voyez, ça, c'est vraiment des sommes qui ne vont pas être négligeables à faire. L'obligation comptable maintenant. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure dans les sources du droit, eh bien, l'article L123-13 du Code du commerce rend obligatoire l'indication du montant des engagements sociaux différés dans l'annexe du bilan. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a réglé et on a rempli toutes ces obligations légales. Par contre, pour répondre à ces obligations, les organismes employeurs ont la possibilité de gérer soit en interne, soit en externe ces passifs sociaux. Et il existe donc 3 modes de gestion possibles pour l'entreprise que nous allons préciser. On tourne là-bas. Ah, ouais. Alors, la première, est-ce que c'est vraiment un mode de gestion? Moi, je dirais que non, puisque on subit les départs à la retraite, on a rempli ses obligations légales, certes, on a inscrit au bilan son passif social, mais on subit les départs, on les règle au fil de l'eau, c'est ce qu'on appelle la gestion au fil de l'eau. On va régler les indemnités de fin de carrière au moment des départs et ça a pour conséquence d'avoir des fois un impact financier important sur la trésorerie des structures employeurs. La deuxième, c'est une gestion interne. Donc là, on va faire des provisions internes au bilan. Je rappelle que lorsqu'on passe une provision interne, ce sont des charges qui sont non déductibles du compte de résultat et que ces sommes pourront être effectivement utilisées pour plein de choses s'il y a… Et on n'est pas obligé d'avoir de la trésorerie en face quand on passe une provision en interne. Mais s'il y a de la provision en interne, eh bien, et de la trésorerie, eh bien, on va faire un placement qui sera soumis à la fiscalité dont vous dépendez. Je sais que certains sont exonérés ou peuvent avoir des livrets peu fiscalisés, mais sinon, c'est soumis, les intérêts sont soumis soit à l'IS, soit aux taxes, à une taxation forfaitaire. Et puis, dans le cadre de structures qui sont financées par des fonds publics, et qui sont sous tutelle des fois, enfin pas tutelle, excusez-moi l'expression, oui, mais qui ont des financeurs publics type l'ARS ou les comités départementaux, les conseils départementaux, on s'aperçoit, et on a eu le cas, que des provisions internes avaient été faites et leurs financeurs leur ont demandé de faire une reprise de provision qu'ils ont jugé trop excessif et en se limitant aux 5 années à venir au niveau du montant de la provision et en contrepartie de quoi ils leur ont baissé leur dotation annuelle. Voilà, comment récupérer les trésoreries d'un organisme. La troisième méthode de gestion, c'est la gestion externalisée. Donc là, c'est une gestion qui est faite sur un contrat indemnité de fin de carrière dont le montant sera indiqué en annexe du bilan. C'est absolument pas du tout dans le bilan. Par contre, le versement sur ce contrat sera considéré comme une charge déductible du compte de résultat. Il va permettre donc de servir de variable d'ajustement du compte de résultat. C'est chacun organise en fonction de sa trésorerie, son résultat, voilà, ce qu'il veut faire. Il va permettre donc une optimisation fiscale et comptable. Et puis, il va permettre de réduire le coût des indemnités de fin de carrière en moyenne, et ça on l'a constaté avec nos clients sur la durée, que lorsqu'on fait les études, on a en moyenne 20% du coût des indemnités qui est financé par les performances du contrat. Les intérêts, comme on est en matière de retraite, les intérêts qui sont issus de ce contrat restent sur le contrat, viennent se capitaliser et sont totalement exonérés de toute imposition. Pas d'IS, pas de taxation forfaitaire. Nous sommes comment dirais-je, dans le domaine de la retraite. La retraite est non fiscalisée. Voilà.
Et puis, aucune entreprise a une pyramide des âges parfaite, hein, et donc, il y a toujours des à-coups dans le paiement des indemnités de fin de carrière et le contrat va permettre de pouvoir lisser son provisionnement progressivement pour pouvoir faire face à tous les départs, hein, à la retraite. Ça. Il y a un truc que je voulais vous dire que j'ai oublié. Alors là, il y avait un truc que je voulais vous dire, mais bon, ça me reviendra, je vous le dirai plus tard. C'est pas grave. Alors, avec notre partenaire Crédit Coopératif, nous avons mis en place 2 contrats. Parce que dans certaines structures, on s'aperçoit qu'il y a moins en moins de départs à la retraite et de plus en plus de ruptures conventionnelles pour inaptitude au travail. Voilà. On pense aux organismes d'aide à domicile avec des gens qui vont aider des malades. C'est pas des métiers faciles et souvent, ces gens partent en rupture conventionnelle avant la retraite. Donc, c'est considéré la rupture conventionnelle comme une indemnité et non pas de convention collective. C'est le droit du travail, madame. Pas de convention collective, c'est le droit du travail. J'ai vu une question. C'est le code du travail qui s'applique. Voilà. Donc, un contrat IFC, donc les sommes sont provisionnées sur un contrat et exonérées de toute taxe d'assurance. Et puis, on a mis en place un contrat indemnité de fin de carrière avec en accessoire des indemnités de licenciement. C'est le même contrat, c'est la même gestion financière, c'est tout identique, sauf que là, on n'est plus dans la retraite pure. Et donc, ce contrat, les versements sont soumis à la taxe d'assurance de 9%. Donc, ce contrat est fait dans un cadre sécuritaire. Mécanisme simple, oui, parce que les structures souscriptrices versent à leur rythme, comme elles le souhaitent, dans la limite, bien sûr, du montant du passif social. On vous propose un plan de financement selon la pyramide des âges de vos structures et donc une gestion financière qui sera adaptée à la duration du passif social. La seule, voilà, ça me revient ce que j'allais vous dire au slide d'avant, mais qui peut être dit ici. À partir du moment où les sommes sont déposées sur les contrats indemnité de fin de carrière ou indemnité de fin de carrière et indemnité de licenciement, elles ne pourront servir qu'au remboursement des indemnités fin de carrière que vous aurez réglées ou indemnités de licenciement que vous aurez réglées à vos salariés. Là, voilà la contrainte. Voilà, je ne peux pas être plus franche et claire. Vous ne pourrez pas l'utiliser pour financer autre chose. Mais par contre, Oui, c'est vous ce que mettez en j'allais dire. place mais par contre, vous mettez en place un véritable outil de gestion dans votre structure, dans la mesure où un travail est plus avantageux que la convention collective. Attends, c'est normal. Attends, j'arrive là-dessus. Sylvie, je vous propose de faire la présentation. On prendra les questions après. OK. À la fin, on reviendra parce Mais que sinon, si ça ça arrive. arrive au milieu, en Oui. plein, donc je ne vois que ça. Oui, je disais donc que ça ne peut servir qu'à ça et je vous disais outil de gestion, pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez demander le remboursement des indemnités de fin de carrière et ou de licenciement que, pendant 2 ans à partir du fait générateur. C'est-à-dire que si vous êtes, on va prendre un exemple, vous avez aujourd'hui un passif social de 150 000 €. Vous avez versé 100 000 € sur votre contrat. Voilà, il a un encours actuellement de 100 000 €. Aujourd'hui, vous avez un départ à la retraite. Votre structure a la trésorerie et peut y faire face. Vous allez donc passer en charge cette indemnité que vous passez aujourd'hui, 31 mars, dernier jour de salaire, dernier jour du trimestre, dernier jour d'employé de votre salarié, et vous allez la passer. Vous avez les moyens et vous allez dire est-ce que je retire? Non, ce n'est pas la peine. Vous êtes bien. Voilà. L'année prochaine, vous êtes
toujours bien en début d'année, mais ça commence à tirer un peu. Eh bien, avant, nous sommes le 31 mars 2020, on se positionne au 31 mars, jour du départ à la retraite de votre salarié 2023. Vous avez jusqu'au 31 mars 2025 pour nous demander le remboursement, charges comprises, du montant du départ à la retraite de votre salarié. Donc, c'est vous qui, je dirais, allez décider de récupérer, pas récupérer, dans l'immédiat, pas l'immédiat. Et vous pouvez avoir une indemnité pour ce salarié de, je dis n'importe quoi, 40 000 € et dire un an et demi après, bon, 40 000, non, je demande que 20. Ça me suffit, je demande que partiellement. Voilà. Vous faites, c'est vous qui gérez. Il faut le considérer comme un outil de gestion. Et bien, on y va. Alors, les options de gestion financière que nous proposons à ce contrat, une gestion profilée qui est donc composée par le support euro d'Arial CNP Assurance, qui est un support garanti annuellement, je rappelle, avec un effet cliquet, à hauteur de 55 selon les profils à 75%, et par un panier d'OPC géré par la société de gestion Ecofi, qui a été sélectionné conjointement par les ingénieurs financiers d'Arial CNP et les gestionnaires d'Ecofi. Et chaque année, la répartition entre le support euro d'Arial, donc le pourcentage 55-75, et le panier d'OPC composant le profil, va être modifié afin de retrouver la répartition cible que le client a choisie initialement. Voilà, c'est un arbitrage automatique et sans frais qui est fait de manière à retrouver cet équilibre 75 et puis le pourcentage également, un pourcentage entre les 4 OPC qui constituent le profil. Pareil, on va réaligner tout ça. Le second mode de gestion, c'est un mode de gestion libre où le client a le choix entre le support euro et les OPC et pourra choisir et gérer librement sa répartition. À lui ensuite de faire les arbitrages en fonction de faire ses arbitrages. Merci pour la porte, excusez-moi, il y a quelqu'un qui rentrait. En fonction de ses connaissances et puis d'agir. Là, j'ai trop d'euros ou là, les OPC ont trop monté, ont eu trop de plus-value et je suis en train de m'exposer. Il va falloir que je ressorte de l'argent peut-être dans 2-3 ans. Voilà. Ça sera à lui, au client, dans ce cas-là, d'arbitrer et de faire ses arbitrages de manière à garder une gestion financière adaptée à la duration de son passif social. On y va. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'externalisation des provisions IFC se traduit donc par la souscription d'un contrat dont l'objet est le paiement des indemnités de fin de carrière aux salariés et qui va vous permettre, dans un cadre sécurisé, d'effectuer vos versements à votre rythme, de faire évaluer annuellement, si vous le souhaitez, votre passif social. Ça, c'est notre engagement et on le propose annuellement à tous nos clients. De bénéficier d'une proposition de plan de financement élaboré par les actuaires d'Ariane CNP Assurance, de diminuer le coût des IFC grâce à la performance des sommes placées et de pérenniser votre structure en ayant anticipé le paiement des charges futures. Par conséquent, ne pas hypothéquer l'avenir. Pour conclure, je dirais que le passif social d'un organisme est une réalité dont le dirigeant doit connaître les conséquences et qu'il faut, je dirais peut-être, trouver le bon équilibre, comme vous l'avez compris, entre provisionnement interne et provisionnement externe. Et il faut savoir que l'autorité de la norme comptable préconise le provisionnement du passif social au titre des IFC, qu'ils soient internes ou externes. Hop là.
Oui, allez, alors les 2 partenaires, moi je vais vous dire quelques mots sur, Arial CNP. Voilà. C'est donc un fonds de retraite professionnel, supplémentaire qui est le fruit d'une alliance, depuis, 2016 entre AG2R La Mondiale et CNP Assurance. Je suis moi-même salariée de CNP Assurance. Arial CNP Assurance, en plus de gérer de nombreux clients en direct, est un fournisseur de solutions de couverture de passifs sociaux pour l'ensemble de ses partenaires, internes et externes, et notamment CCE, Crédit Coopératif. Pardon Sylvie. Voilà, c'est à ce titre d'ailleurs que Crédit Coopératif, nous a demandé de vous présenter ce sujet. Voilà. Merci à tous. Alors, il y a des questions et ben, on va y aller. Alors peut-être ajouter une petite précision concernant Ecofi. En fait, Oui. on a parlé d'Ecofi là tout à l'heure dans le cadre de la Ah oui, gestion pardon. dans le cadre de la gestion des fonds. Donc là Mmh. aussi, on a souhaité choisir en fait en lien avec Arial CNP cette société qui est en fait la société de gestion de portefeuille du Crédit Coopératif. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi avoir choisi cette société? Parce qu'en fait, elle correspond vraiment à l'éthique du crédit coopératif et donc en principe de nos clients également. C'est une société qui, va prendre en compte, dans les décisions d'investissement, les exigences du respect de l'homme et de la planète, ainsi que la qualité de vie, de la qualité plutôt de la gouvernance des entreprises. Donc, tout cela pour, aboutir à une finance en fait responsable et utile et donc ce qu'on appelle 100 ISR. Hein, voilà. En plus, Ecofi donc pour vraiment, bien marquer cette particularité, a pris la qualité d'entreprise à mission depuis, juin 2020 et a confirmé, sa raison d'être, dans ses statuts. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une démarche sur le long terme et que, ce sera appliqué, en permanence. Donc ça consiste en quoi? Au niveau de l'analyse, donc bien sûr, lorsqu'il faut choisir une société, à mettre dans un portefeuille, il y a une analyse donc, financière, hein, financière, comptable, traditionnelle, on va dire. Et mais par contre, il y a aussi une analyse extra-financière qui est de plus en plus importante, qui tiendra compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont appliqués ou pas par, la société, à choisir. Donc ça permet, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'en fait, en ayant une gestion financière et une gestion extra-financière, en fait, la maîtrise, des risques est plus importante. Il y a une meilleure maîtrise des risques dans ce cas-là. Comment on fait une analyse extra-financière? Bah, tout simplement, en fait, beaucoup de personnes de chez Ecofi participent aux assemblées générales des, sociétés et n'hésitent pas à, bah, donner des avis et à essayer, d'influencer, en fait, pour que les sociétés changent, si besoin. Si par exemple, il y a des critères environnementaux qui sont pas vraiment appliqués, en fait, ils essaieront de, démontrer qu'il faudrait, en fait, appliquer ces critères. Et ça marche de plus en plus, d'ailleurs dans le grand public aussi, hein. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible à, la qualité des produits, alimentaires, par exemple et ben, c'est exactement le même système. C'est-à-dire qu'en fait, les sociétés, comme elles savent que ce sont des critères, importants et qui sont, regardés par les sociétés de gestion et le grand public, en fait, elles en tiennent de plus en plus compte. Hein, donc ça, c'est vraiment, très important que, une société de gestion puisse intervenir comme ça. Donc voilà, donc ça complète vraiment, la façon dont le crédit coopératif travaille et ce qu'on souhaite faire, pour l'avenir. Voilà, on peut peut-être prendre des questions maintenant. Parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Oh là là! Il y en a quelques-unes qui étaient, Alors attends. qui étaient liées aux conventions collectives. Donc déjà, savoir quelle convention collective, c'est celle qui s'applique au moment du départ à la retraite du collaborateur. Oui, C'est tout à c'est fait. c'est bien cela. Et dans le cadre où il n'y a pas de convention collective, donc vous aviez répondu tout à l'heure, c'est le code Ouais, du travail code qui du s'applique. travail. Et le code du travail doit dire, je sais plus, je les connais plus. Le code du travail, c'est,
De 15 à 20 ans, 1 mois de salaire, de 20 à 30 ans, 1 mois et demi, et au-delà de 30 ans, 2 mois de salaire. Voilà. Et il y avait Carole qui disait aussi que si jamais la convention collective était moins avantageuse que le code du travail, c'est toujours la solution la plus avantageuse pour le collaborateur qui s'applique. Donc, si c'est le code du travail qui est plus généreux, entre guillemets, que la convention collective, ce sera le code du travail qui prendra le poids. Oui, tout à fait. Marion, tu voulais... Oui, en fait, ma question, c'était, vous avez dit que, voilà, au bout de 15 ans, par exemple, que la personne, elle était embauchée, par exemple, et avec la même convention collective, elle avait droit à une indemnité. Mais si jamais l'entreprise, elle a changé de convention collective, on prend l'ancienneté dans l'entreprise ou l'ancienneté dans la convention collective? Je ne sais pas si je suis claire. Alors, attendez, je reformule, vous me dites si j'ai compris. Effectivement. Je veux dire, voilà, normalement, il y en a très peu de conventions, à part la 66, qui disent ancienneté dans la convention collective. Donc, c'est votre sujet par rapport à cette convention Ah oui, 66, je oui, suppose. c'était ça. Bon. Oui. Donc, vous êtes un organisme relevant de la CCN 66, vous basculez dans n'importe où, dans la 51, par exemple. D'accord? Vos salariés seront dans la 51. D'accord. Et de ce fait-là, il n'y a plus d'ancienneté, enfin, ce système Convention d'ancienneté, collée, voilà. d'accord. OK. Ce sera Donc, c'est la dernière l'ancienneté dans convention qui compte. l'entreprise. Oui. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Vous pouvez ouvrir le micro, hein, si vous avez une intervention, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question. Sylvie, dans la répartition du contrat, dans la répartition, est-ce qu'il est possible à la fois de mixer de la provision libre au bilan de l'entreprise et une partie en contrat de gestion externalisé? Tout à fait. Il faut trouver justement le bon équilibre entre… alors tout ça, bien sûr, tu fais gestion interne, provision interne plus provision externe, il faut que ça soit le montant du passif social au moment du versement, je m'entends. Hein. Voilà. Après, on peut dépasser ce montant. Mais voilà, au moment du versement sur le contrat, on ne peut pas dépasser. Voilà. Un client, par exemple, et on en a qui font ça. On reprend un exemple, nos 150 000 € de provision interne, représentant 100% du passif social. Le client, sentant que il risque d'y avoir un petit peu, d'être jugé, d'avoir une provision jugée excessive, va dire je vais externaliser. Et il a la trésorerie, hein, il les a les 150 000. Ils sont en placement. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va par exemple décider de mettre 100 000 € sur un contrat externalisé. Il va donc faire une reprise de provision qui va remonter dans le compte de résultat. Et puis il va passer une charge et nous faire un contrat de 100 000. On sera bien toujours à 150 000 le montant de son passif social, il n'y aura pas de problème. Donc il aura 50 000 en provision interne et 100 000 en provision externe. Les deux sont possibles. Gestion interne et… Ah, alors attends. Je peux peut-être lire la question pour tout le monde. Il y a Mélanie qui dit « Bonjour, nous sommes passés en gestion interne il y a 3 ans. Avec l'évolution du taux d'actualisation, l'impact sur notre résultat de 2022 de la variation de la provision est énorme. C'est difficile d'anticiper le montant sans être expert comptable. » Alors, tout à fait vrai. Cette année, l'évolution, je vais vous donner, hein, je vais être très claire, les taux d'actualisation que nous avons pratiqués l'année dernière pour l'évaluation des passifs sociaux au 31/12/2021 étaient de 0,75%. Alors, cette année, ils ont été de 3% jusqu'à ce qu'il y a 3 semaines. Maintenant, on est à 3,5%. Autant vous dire que on retourne les actualisations et on a tous les clients qui nous appellent pour nous dire « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mon passif social a baissé. » Bien sûr qu'il a baissé, puisque
On a besoin de moins, comment dirais-je, avec un taux d'actualisation à 3,5, vous doutez bien qu'il faut mettre moins de somme, moins d'argent au départ, verser moins, enfin de verser, d'avoir une somme bien inférieure qu'avec 0,75 de, comment dirais-je, d'actualisation. Donc, oui, on a des écarts importants cette année qui sont justifiés par cette augmentation des taux d'actualisation qui sont liés à l'augmentation des taux des OAT. Tout à fait. Et, mais ça se. Voilà. Alors là, ça m'agace parce que je suis en train d'envoyer des études actuarielles et nous avons les clients qui. Alors, j'ai vu mon expert comptable, il voudrait avoir la même étude comme l'année dernière à 0,75 pour bien voir l'écart qui est lié au taux. Donc, on est en train de refaire les études 2-3 fois. C'est affolant. Et on en a fait, pour être franc avec vous, on en a fait depuis le mois de janvier. Comme je vous ai dit, on était à 3% de taux d'actu jusqu'à il y a 3 semaines. Et tous nos organismes, mes clients organismes du logement sociaux, alors eux, je sais pas, ils doivent avoir tous le même expert comptable ou commissaire aux comptes, je sais pas, ou être tous dans le même. Et ils nous ont tous répondu, mon commissaire aux comptes veut une étude à 3,5. Donc on a refait toutes les études à 3,5 à l'époque. Donc vous voyez, c'est très, comment dire. Mais c'est vrai que ça a fait baisser le montant du passif social. Par contre, ça n'implique pas que quand vous êtes en externe, on va vous rembourser les sommes. Ça signifie que vous ne pouvez plus verser sur le contrat, par exemple, si vous avez un encours qui est plus élevé que votre passif social, puisqu'on n'a pas le droit de vous verser. Je rappelle que vous pouvez récupérer votre contrat lors d'une, et ça sera à vous, hélas, on donnera l'argent au liquidateur lors d'une liquidation judiciaire, où là, il y aura un transfert au liquidateur des fonds sans et rachat, sans frais et sans taxes. Par contre, on faisait la même chose lorsque un employeur avait fait un passif social et il n'avait plus de salariés. Ça arrive. Vous avez des structures et vous avez une structure, je dirais, production, et puis vous avez une entité juridique qui fait que de la recherche et une autre que de la production, et vous continuez dans la recherche parce que c'est rentable, et la production, bah, vous l'envoyez, je dirais, vous la sous-traitez ailleurs, et vous licenciez les personnels, mais vous restez gérant du truc pour, je dirais, servir. Dans ce cas-là, quand vous nous prouvez qu'il n'y aura plus de personnel et qu'il n'y a pas de personnel, la loi nous permet de vous rembourser. Et on le faisait. Et aujourd'hui, les fiscaux lors d'un contrôle, nous ont demandé de bien vouloir taxer à 9%. Alors, il faut prendre la taxe sur les assurances. Non, mais il n'y a pas de petit profit. Mais ce n'est pas pour nous. Mais la structure récupère quand même l'argent. C'est Ah quand oui, même oui, important. oui. Et la structure récupère, tout à fait. Il y a d'autres questions, je pense. Ouais, il y a Carole qui précisait de ce fait-là, il n'y a donc aucun intérêt à verser la totalité du passif social si l'on n'est pas remboursé quand il est supérieur. Oui, mais un passif social s'accroît, enfin, sauf s'il y a un gros turnover, hein, voilà. Il y a des entreprises pour lesquelles je dis toujours à nos partenaires, allez pas les voir, ça sert à rien. C'est ce qu'on appelle les S2I. C'est des boîtes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais ce sont des boîtes où il y a un turnover qui est tel que les gens, ils restent 2 ans, 3 ans, enfin, bon, ça sert à rien, quoi. C'est même pas la peine de provisionner en interne, parce que je suis pas certaine qu'ils aient qu'ils paieront un jour comment dirais-je, des indemnités de fin de carrière, quoi, si ce n'est au cadre dirigeant, quoi. Voilà. Il y a que ça tourne énormément. Des boîtes qui ont énormément de turnover, effectivement, alors surtout, ne pas provisionner en externe, c'est vrai. Mais ça, c'est en fonction surtout des turnovers. Voilà.
Mais quand vous avez des gens qui ont une grande fidélité à votre entreprise, à votre structure, à votre organisme, et vous savez que vous allez les embarquer jusqu'à la retraite, même si à un moment de votre passif social, vous allez avoir un encours de contrat qui est supérieur au passif. Dites-vous bien que d'ici 2 ans, on sera peut-être retombé à 0,75 et qu'on va avoir l'effet inverse et qu'on va retrouver un passif social très élevé qu'il faudra justifier et vous pourrez toujours l'utiliser. Et il aura encore d'autant plus augmenté que les droits de vos salariés auront été augmentés puisqu'il y aura encore un passif social, normalement, augmente tous les ans. Voilà. Sauf si on change vraiment les règles du taux d'actualisation, comme cette année, qui est une année très particulière, je dois dire. Parce que quand vous avez 0,5 jusqu'à 1%, c'est pas. Bon, mais là, on arrive à pratiquement 3 points d'écart en un an, ce qui est énorme. Il y a une question. Il y a une question supplémentaire qui disait peut-on choisir les salariés sur lesquels on provisionne? Alors, mais oui, en fait, quand on vous fait une étude actuarielle de votre passif social, voilà, vous avez, elle doit être anonyme, certes, mais comme il y a les dates de naissance et les dates d'embauche, si vous voulez vraiment les reconnaître très vite sans passer par la date de naissance, je ne veux pas de nom, mais vous mettez un matricule. Matricule, moi, dans le cadre d'RGPD, je ne peux pas savoir qui c'est cette personne, d'accord? Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et donc, je vous le calcule, et puis c'est du Excel, hein. Vous additionnez ce que vous voulez provisionner et vous dites, j'investis, voilà, je fais un contrat et je verse tant. Et c'est vous de choisir. Moi, j'ai des clients qui provisionnent à partir de. On calcule le passif social et on classe les salariés de manière du plus âgé au plus jeune. Donc, on a un montant de passif social et on fait un sous-total pour les salariés, tous ceux qui ont 45 ans et plus. Et le client ne souhaite provisionner que pour les salariés qui ont plus de 45 ans. Voilà, et ça, c'est possible, hein, bien sûr. De même, si vous êtes dans une association, enfin, je parle sous contrôle de Sylvie, si vous êtes dans une association et qu'effectivement il y a d'autres établissements, un IME, un ESAT, et puis vous en qualité de A, les indemnités de fin de carrière peuvent très bien être mises en place sur le A et pas sur les autres établissements. Tout à fait. Hein, voilà. On ne peut pas, lorsqu'il y a plusieurs établissements, on ne va pas mettre un contrat sur la holding pour tout le monde, parce que ça s'appelle de l'abus de bien social, hein. Je te transfère, ouais, non, ça n'existe pas. C'est plus possible. Ça s'est fait, hein, il y a des décennies, mais ça ne se fait plus. Donc, on va ouvrir pour tout établissement un contrat. On peut ouvrir un contrat par établissement ou pas, hein, et en fonction de chacun des établissements. Il y a des établissements, on a un client commun que Sylvie connaît bien, que nous avons rencontré, qui a une quarantaine d'établissements, c'est un gros truc. Il y a des établissements qui n'en ont pas, il y en a qui ont provisionné en externe très peu, et puis il y en a qui provisionnent à fond parce qu'ils savent que bon, ils ont de la trésorerie et puis ils vont avoir à faire face à des sommes colossales à payer dans les 10 ans à venir. Et donc, depuis 2015, ils lissent la dépense et ils investissent tous les ans sur ces contrats pour justement pouvoir faire face aux sorties de capitaux qu'ils vont avoir à faire. Quand je dis capitaux, oui, enfin, une somme d'argent qui sont conséquentes. Oui, tout à fait. Il y a Bernadette qui posait aussi une question. Donc, peut-on donc faire des provisions internes que sur certains salariés? C'est la même règle. C'est la même règle. Mais ça a moins de sens, si vous voulez, parce que provision interne, bon, mais c'est la même chose. Vous pouvez décider de provisionner en interne ce que vous voulez. Voilà.
L'inconvénient de la provision en interne, c'est qu'en fait, en interne, ça peut servir éventuellement à autre chose. Alors que Voilà, comme ça a été dit tout à l'heure, dès lors que c'est externe, ça ne peut alors c'est un avantage et un peu ça peut être ouais, aussi un inconvénient, mais bien il faut le sûr. savoir, ça ne peut servir que pour les indemnités de fin de carrière. Donc notamment, vous qui en qualité d'établissement, êtes sous l'autorité de tarification de la DRITS, bon, je pense que pour mettre en place, une indemnité de fin de carrière, il faut leur accord, il vaut mieux en tout cas, avoir leur accord. Je parle sous couvert de Sébastien, je sais pas trop. Mais en tout cas, si c'est l'ARS et cetera, pour d'autres établissements, là, effectivement, il faut l'accord de l'ARS. Vous, c'est une autorité de tarification un peu moins dure, je dirais que, mais moins complète que pour, les autres établissements sous ARS. Mais le fait de l'externaliser, en fait, les provisions ne pourront, plus servir à autre chose, en fait. Mmh. Alors, on n'a jamais eu de retour ou de questionnement par rapport à ça. Je ne pense pas que les DRETS interviennent dedans. Mmh. Nous, aujourd'hui, on est de droit commun, donc on applique les règles. Donc, le Code du travail nous obligeant Mmh. à mettre en place ces dispositifs-là, il n'y a jamais eu de remarques ou de questionnement. En tout cas, sauf si quelqu'un présent dans la réunion me dit le contraire, mais en tout cas, on n'a jamais eu de remontée sur ce sujet-là, quoi. Donc, D'accord. Donc vous avez de la chance, c'est plus souple en fait que pour d'autres établissements. ouais. Donc il y a une Et donc, question sur l'IS, j'ai vu. ouais, il y a Élise qui demande donc pour diminuer le résultat et donc l'IS, oui, le fait de l'externaliser permet. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'avantage, ça va être une Oh, variable d'ajustement du compte de résultat. Voilà, vous calculez votre passif social, vous avez heu, vous voulez diminuer votre résultat ou l'amener au plus bas, vous versez sur votre contrat. Vous pouvez, Hmm. sans que ça pénalise bien sûr votre trésorerie. Et Carole qui disait enfin, même s'il y a de la trésorerie, une société commerciale ne peut pas placer de l'argent, à ma connaissance, sans que ce soit des placements à risque, mais pas pour de la provision interne. On ne peut pas Ah, elle peut placer peut-être d'argent. préciser sa question, parce que oui, là, je ne vois pas trop. si vous voulez préciser votre question, je sais pas qui c'est. Vous pouvez ouvrir le micro, hein, les micros sont accessibles, donc si vous voulez poser en direct. Je ne comprends pas. Non, non. Oui, bonjour, excusez-moi. Oui, Non, en fait, il y avait bonjour à tous. oui. Il y avait une question préalable. Moi, ma question, c'est quel intérêt de provisionner en interne s'il n'y a pas de trésorerie en face et que c'est pas déductible des impôts et que même s'il y a de la trésorerie en face, on sait que les sociétés commerciales n'ont pas la possibilité de faire des placements autres que des placements à risque. Donc, il y a eu une réponse qui a été faite qui disait pour diminuer le résultat de l'IS. Mais on est bien d'accord qu'une provision interne n'est pas déductible de l'IS. Ah, tout à fait. Une provision interne n'est pas déductible de l'IS. Donc ma question, c'était quel intérêt de faire une provision interne en fait? Surtout pour une société commerciale. Dans tous les cas, vaut mieux externaliser. Ah, merci! Je ne veux pas vous dire le contraire. Non, mais et en plus, vous avez dit un truc extra en disant, «On n'a que des placements à risque» et ben là, vous aurez un placement qui peut être sécurisé à hauteur de 75 quand même, hein. Oui, c'est Oui, ça, oui. Parce Le- qu'en le- plus, il me semble que les contrats d'IFC, rapportent de l'argent, annuellement. mmh, Bien. Ah, alors attention, hein, ça ne s'inscrit pas, l'argent est capitalisé à l'intérieur du Oui. contrat, hein, Oui, voilà. c'est pas un Ça produit financier au niveau du compte de résultat, mmh, mais tous ça ne les ans, rentre pas dedans, ça ne rentre pas dans oui, le compte de résultat. C'est c'est vraiment ça. hors bilan. Le contrat est hors bilan, madame. Oui, ça fait un plus, ça fait un plus de capitalisation. Ça apparaît pas comme un produit financier dans le bilan, tout à mais fait. ça nous apporte un plus de capitalisation sur le capital qui est versé, ce qui est pas le cas en fait des placements à risque qu'on peut faire si jamais on passe par une provision interne. Tout à l'heure, je disais dans le début de l'intervention
qu'on avait pu constater que sur le coût des indemnités, lorsqu'on les calcule, grâce au placement et à la capitalisation des intérêts, il y avait des performances, on autofinançait 20% en moyenne du coût des indemnités de fin de carrière. Donc c'est vraiment une économie, quoi. Et puis le fait, bon, si vous choisissez en fait l'aspect profilé, il faut bien savoir que vous avez affaire à des spécialistes. Et donc, tout est fait pour justement arbitrer en interne en fonction des grands axes que vous avez donnés au départ. Et d'une part, vous ne devez pas vous en occuper et on peut espérer que le plus, en fait, la gestion soit plus intéressante. Forcément, même que si c'est vous qui gérez directement vos placements, soit en interne dans le cadre d'une provision, si vous faites le placement ou des placements classiques, quoi. C'est sûr. Puisqu'il y a des tas de calculs quand même derrière pour anticiper justement et le but, c'est d'aboutir à pouvoir faire face à ce passif social. Enfin l'organisme, Sylvie, je pense pas que tu me contrediras, c'est fait pour ça quoi, hein, pour qu'à la fin, vous ayez l'argent pour payer le passif social quoi. Tous les calculs sont faits dans ce but-là. Vous savez, avec un autre partenaire que Crédit Coopératif, un jour, quand j'intervenais auprès, là, chargé d'affaires, il y en a un qui m'a dit: «Ah mais tu sais, dans ma vie, j'ai fait 2 prêts de trésorerie pour des entreprises qui tournaient plutôt bien». Alors là, on était dans le domaine commercial, hein, enfin commercial, des entreprises soumises à l'IS, voilà. On a fait 2 prêts de trésorerie parce qu'on a eu rien n'avait été anticipé au niveau des départs à la retraite. Calculait même pas le passif social et en fait, bah, elle avait pas la trésorerie pour les payer. Mais c'est une obligation légale. Donc, la banque avait fait un prêt de trésorerie et à l'époque, voilà, pour faire face au départ à la retraite, au règlement des indemnités de fin de carrière. Et on ne peut pas dire que ce soit de la bonne gestion. Puisqu'un prêt de Non. trésorerie pour sortir des fonds sur du long terme, bon, Eh un ben prêt de oui, trésorerie normalement ça doit être un relais un effectivement, relais. Bah, mmh, ils espéraient que, tu vois, mmh. voilà, mais c'est pas logique, quoi. Bah oui, d'où l'importance effectivement de prévoir à l'avance, toutes ces Et pour les sorties. entreprises, commerciales, c'est vrai que je dis que le fait d'externaliser, d'avoir un contrat et indemnité de fin de carrière permettait la pérennisation de la structure, Mmh, mais c'est aussi une valeur, ça augmente la valeur de l'entreprise en cas de cession. Parce mmh. que le repreneur sait qu'il a aucun problème quand il va reprendre, que les paiements voilà, il pourra en demander il pourra prélever sur le contrat, Ouais, ça payer c'est les vrai. Mmh, et c'est vraiment, quelque chose, voilà, qui est enfin, qui sert, quoi. mmh. Ouais, dans Dans l'activité les commerciale Ah effectivement. oui, Mmh, mmh. et qui est prise en compte dans l'évaluation d'une entreprise qui pourrait être cédée. Je pense qu'il y avait une question, non, une dernière, non, il y en Non, avait pas une là? non, non, Non? Bon. il y en avait pas d'autres. Si Ah, si votre Ah! principe est intéressant pour les grandes entreprises. Pas seulement, on a plein de petites entreprises, si vous saviez. Ah oui. Et justement, l'impact de trésorerie sur une indemnité de fin de carrière sur une petite entreprise Oh, est encore plus peut être gros. énorme. Peut être énorme. Ouais, Mmh. tout à fait. En fait, l'intérêt du contrat, c'est que vous allez isoler des sommes, certes, heu, pour régler ces indemnités, mais quand vous le gérez bien, et vous pourrez, parce qu'on vous propose aussi des plans de financement en fonction heu, de votre modèle, et vous pourrez verser petit à petit pour, augmenter la cagnotte qui vous permettra de payer les 50 000 francs, les 50 000 €, dans 6 ans ou 7 ans, quoi, voilà, Mmh. parce que c'est ça. Quand on regarde, nous, les déroulements ce qu'on appelle le déroulement de fonds, c'est-à-dire tous les départs probables, et attention, quand on parle de montant de départ probable, c'est, probabilité. C'est-à-dire que c'est pas le coût réel. Si ces gens-là restent réellement, c'est encore plus cher, hein. Mais donc, indemnité probable à payer, c'est là-dessus sur ce qu'on se base sur nos déroulés de fonds, et on s'aperçoit, bah, qu'il y a des moments où, bah, là, il y a rien.
il n'y en a pas, il y a une bricole à payer, il n'y en a pas, il y a encore une deuxième bricole. Et puis, alors, il y a une année où là, c'est le gros truc. Voilà. Donc, pourquoi, voilà, il y a des structures, moi j'ai des organismes qui vont se créer une charge. Ils vont me dire, bah, nous, on va verser tant par an parce qu'il faut qu'on remonte, faut qu'on arrive à couvrir ce passif social progressivement. Après, c'est chacun en fonction de ses moyens, de son compte de résultat, de sa trésorerie, hein. Attention. Ok. On a Il y a une dépassé un petit question? peu. Non, on a juste dépassé un petit peu l'horaire, donc je vais devoir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste vous lancer le sondage de satisfaction également pour que vous puissiez vous exprimer pour savoir si derrière ça, la présentation Correspondait à a votre répondu à besoin. vos attentes, ça répond à vos besoins. Vous remercier d'avoir participé, vous dire qu'on restait à votre disposition si derrière vous aviez encore des questions sur lesquelles vous ne seriez pas intervenu et vous voudriez des questions. Vous dire que Sachez qu'en fait, au niveau du crédit coopératif ou d'Arial CNP, nous sommes organisés d'un point de vue national, mais nous avons des représentants au niveau local. Donc forcément, il y a quelqu'un qui peut vous renseigner au niveau local. Donc n'hésitez pas, si besoin, à revenir vers nous. Voilà. Complètement. Ok. Merci à Et tous. on répondra à Et toutes merci vos beaucoup pour questions et votre interrogations. écoute. Tout à fait. Merci à vous et de l'intérêt de vos questions précises. Merci à tous. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.